Bonjour à tous, bienvenue pour cette première journée du salon CFIA 2023. C'est un réel plaisir que de se retrouver sur l'espace conférence Hall 10 pour cette matinale. Je suis Pierre Christen, journaliste spécialisé en agroalimentaire et j'ai le plaisir d'animer les trois matinales du CFIA, des conférences diffusées en direct et en replay sur mycfia.com. Avant la matinée usine agro du futur, placée sous le signe de la sobriété et de la performance, c'est demain mercredi. Avant la conférence dédiée aux ingrédients d'origine locale et à la relocalisation, c'est jeudi. Cap ce matin sur la matinée emballage intitulée Réglementation, transformer les contraintes en opportunités. Réglementation parce que le contexte réglementaire, vous le savez, est en pleine évolution. C'est la publication en novembre dernier de la PPWR, la proposition de règlement européen encadrant les emballages et les déchets d'emballage. Une proposition de texte qui devrait aboutir à un règlement qui devrait prévaloir sur les dispositifs nationaux. Des dispositifs nationaux, loi AGEC, loi climat résilience, qui en l'état sont par certains aspects confortés, mais par d'autres aspects pourraient être amendés. Dans ce contexte évolutif, que faire? Comment innover? C'est la question de fond que nous allons essayer de répondre ce matin, avec tout d'abord un point justement sur la réglementation, un point sur l'avancée des filières de recyclage avec Vincent Collard de Citeo. Vous le savez, Citeo a publié des annonces ce vendredi dernier, on va y revenir. Puis nous donnerons la parole à David Schisler pour le comité français de l'emballage papier-carton. On recueillera effectivement le témoignage de David Schisler sur l'évolution de cette réglementation. Puis, avec l'expert Christophe Morin, nous proposera une méthode qui se voudra efficace, réaliste pour innover. Puis nous mettrons à l'honneur des avancées concrètes avec Alexandre David, responsable R&D du pôle végétal de LSDH, et Marie-Pierre Gaillard, responsable projet emballage du groupe Léa Nature. Et pour finir, avec Honorine Lefebvre de Team Créatif, nous essaierons de nous tourner vers le consommateur et vers le design créatif placé aux côtés de l'éco-conception. Après chaque intervention, une séance de questions-réponses. Deux micros circuleront dans la salle. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Vincent Collard, responsable R&D éco-conception de Citeo. On peut l'applaudir. Bonjour Vincent. Alors, bonjour. Vincent, depuis une quinzaine d'années, vous êtes impliqué dans l'émergence de nouvelles filières de recyclage. Vous managez une équipe d'ingénieurs projets au sein de l'éco-organisme Citeo, une entreprise à mission qui œuvre pour réduire l'impact environnemental des emballages avec différents leviers, réduction, réemploi, tri, recyclage. Citeo, acteur clé de la responsabilité élargie des producteurs, la REP, des annonces vendredi dernier. On va y revenir, mais tout d'abord, Vincent, on va commencer par un point sur la réglementation, et j'en profite pour indiquer que vous participez justement à un groupe de travail au sein du comité européen de normalisation, donc en vue justement d'harmoniser certaines définitions qui seront utiles, y compris sur le plan réglementaire. Oui, on va en parler ce matin. Déjà, désolé pour mon retard, je m'excuse. Et oui, on va essayer d'en parler. On va aborder tous ces sujets-là ce matin parce qu'on essaye d'harmoniser au maximum, qu'on ait un maximum d'emballages recyclables. On crée des nouvelles filières. On vous aide en éco-conception pour choisir les bons emballages qui puissent rentrer dans ces filières, mais aussi pour réduire l'impact, tout bêtement, pas que le recyclage. Et puis l'étape d'après, et qu'on a déjà commencé, c'est l'Europe. Comment on s'assure qu'un emballage est la même recyclable et la même définition partout en Europe et qu'on ait les mêmes critères pour que les produits puissent circuler. C'est librement que vous n'ayez pas un design à faire pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour la France. Que ce soit en termes d'éco-conception, mais que ce soit en termes de marquage également. Alors moi, mon sujet, c'est plus l'éco-conception. Mais voilà, tous ces sujets d'harmonisation sont importants, arrivent. Et je pense que c'est bien que vous l'ayez en tête parce qu'il y a des choses un peu différentes de la loi AGEC et un peu différentes du coup de ce qui tourne dans nos têtes depuis quelques années maintenant. Alors justement, commençons par la réglementation nationale, Vincent. Alors, je suis désolé de commencer par 10 heures réglementation. Je vais essayer quand même de vous passionner avec ce sujet-là. Citeo, deux mots, on est une entreprise privée. On n'est pas l'État. Notre argent, ce n'est pas des taxes, c'est vraiment un tarif qui sert à financer la fin de vie des emballages partout en France. Financer des services supports comme ce que je peux faire avec mon équipe, vous aider sur l'éco-conception des emballages.
Et on est à but non lucratif, on ne rémunère pas nos actionnaires. Ça c'est un exemple, j'ai pris que 4 pays. Mais chaque pays est en train de créer sa loi AGEC, avec ses propres définitions, avec ses propres règles. On a vraiment des choses qui... L'Espagne, c'est la dernière en date, le décret royal s'inspire beaucoup de la loi AGEC. Mais par exemple, ils sont en train de nous mettre un bazar européen sur l'intégration de matières recyclées. Parce que si on met du recyclé, on ne paye pas une taxe là-bas. Et ils ont pris la définition la plus large possible. Donc par exemple, les chutes de production permettent d'éviter la taxe. Fait que ça baisse le recyclage de nos emballages, qui est quand même le but. C'est ça qui est difficile à recycler. Pour mettre plus de chutes, donc ça déstabilise un petit peu tout ce qu'on était en train de faire dans les autres pays. La Suède a dit la recyclabilité, là, vos tableaux du vert, du rouge, du orange, de vos outils type tri, c'est trop compliqué. On va accepter tous les emballages qui n'ont pas plus de 5% d'autre chose que le matériau principal. Règle simple, fausse, mais simple. Donc voilà, et donc on voit apparaître ces règles très différentes d'un pays à un autre. Et l'Europe dit stop, et c'est une bonne chose, dit stop, on va harmoniser. Donc ils ont proposé en novembre dernier un projet de texte, un projet de règlement, qui est déjà en débat au Parlement européen, qui est déjà au Parlement au Conseil. Je ne sais pas si vous êtes familier, le Conseil, c'est les États membres qui discutent entre eux pour se mettre d'accord. Le Parlement, c'est des élus, on les élit, les Français élisent leurs députés européens. Et la Commission européenne, c'est des fonctionnaires de l'Europe. Les trois doivent se mettre d'accord sur le texte. Donc c'est en cours. Objectif 2014. Mai 2014, donc ça va vite. 2024. 2024, pardon. 2024, ça va très vite. Et dedans, on retrouve les marquages, on retrouve la recyclabilité, on retrouve le réemploi, on retrouve la réduction et on retrouve des suppressions d'emballage. On retrouve tout ça dans ce texte-là. Et une fois que c'est voté, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un règlement. Et donc un règlement, ça s'applique de fait dans l'État, au-dessus du droit national. Donc ça peut remettre en cause des connaissances qu'on a via la loi AGEC. Ça va arriver. Il ne sera peut-être pas voté, hein, c'est peut-être un brouillon, peut-être que ça va faire flop. Mais en tout cas, il y a cette proposition de la Commission européenne de mettre à plat. Et pour l'instant, les États en discutent, les parlementaires, il n'y a pas eu un gros blocage. Et vous qui êtes au cœur de ces rouages, Vincent, il y a quand même des choses qu'on sent un peu gravées dans le marbre et d'autres qui effectivement sont complètement en discussion. Oui, il y a des choses gravées dans le marbre qui démarrent, on va en parler. La fin des emballages pour certains fruits et légumes. On sent ça a pris dans certains pays, ça va continuer, ça va être généralisé au niveau européen, on y va. Le réemploi, on va y aller. Après, est-ce que c'est 5, 10, 20%, c'est le débat, mais on va y aller. Et puis on voit apparaître, harmoniser la définition de recyclable, je pense que c'est du bon sens. On va avoir besoin de l'harmoniser et de l'avoir. Donc oui, il y a des choses qui vont évoluer dans tous les cas. Et l'harmonisation de cette définition, justement, ça peut être le fruit des travaux du Comité européen de normalisation auquel vous participez? Donc c'est vraiment sur un sujet, la normalisation, pour l'instant, hein, ça pourrait l'être sur d'autres choses, sur la recyclabilité des emballages, alors en plus des emballages plastiques, mais on va essayer de l'étendre à tous les matériaux. Sur la recyclabilité, en fait, faut imaginer des fonctionnaires à Bruxelles qui peuvent faire des règles en s'inspirant de ce qu'ils voient dans le Cotrep, dans Recyclas, dans Cyclos, dans voilà, tous ces guidelines qui existent au niveau européen, il y en a 40. Mais ce n'est pas des experts de l'emballage. Quand ils voient marquer le mot EVOH, ils ne savent pas ce que c'est. Donc du coup, du coup, leur bon réflexe, c'est de se dire, si l'industrie en entier, hein, du producteur de matières premières au recycleur, avec les ONG, avec les pouvoirs publics, peuvent se mettre dans une salle pour faire des normes et que ce soit fait ensemble, faisons-le. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Ils nous ont proposé de faire ça. Citeo a candidaté pour piloter les travaux au niveau européen. Donc on a été élu par les autres pays. Et donc c'est bien, ça démarre. On a le pilotage, France, Citeo. D'ailleurs, vous êtes invités. Toutes les entreprises qui veulent participer, ils ont juste à s'inscrire à l'AFNOR. Et après, ça ne coûte pas très cher, c'est surtout du temps homme. Puis après, ça permet de participer à ces échanges européens pour définir quels sont les emballages recyclables, quels sont ceux qui ne sont pas. Et surtout, les emballages non recyclables seront interdits après passer 2030, comme dans la loi AGEC. Voilà. Et rappelons, parce que c'est fondamental aussi pour la suite de votre intervention, un emballage recyclable, c'est un emballage qui a une filière de recyclage opérationnelle. Qu'on peut collecter déjà partout en France, qu'on peut trier, souvent on va le trier, surtout sur l'emballage ménager, où on passe par des centres de tri, et qui a une usine de recyclage qui tourne et qui produit de la matière recyclée. Voilà, c'est une fois qu'on a dit ça. Donc, et donc c'est pour ça aussi que nos annonces la semaine dernière sont importantes, parce que par exemple les films PP qui ne sont toujours pas recyclables aujourd'hui, on a annoncé qu'on allait construire avec des industriels 3 sites
pour les recycler d'ici 2025. Donc ça arrive. Ils vont pas être encore recyclables l'année prochaine, mais ça arrive. On est en train de poser tous les jalons là pour que ça marche. Alors, on va y revenir, Vincent. Peut-être encore un dernier mot sur le comparatif entre la réglementation nationale et puis ce qui se profile avec la proposition de règlement européen. Oui. Notamment, alors, on voit qu'il y a des interdictions qui semblent aussi assez définitives. Alors, c'est le cas du XPS, donc ça va concerner notamment les barquettes pour la volaille. Oui, le XPS, alors le fameux sujet XPS. On a des difficultés aujourd'hui à le capter, ce XPS en centre de tri. C'est une difficulté parce qu'il est très léger. Ce serait pareil si c'était du XPE ou du XPP. C'est le fait qu'il soit très léger, qu'il soit difficile à capter. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, peut-être. Il y a des tests en cours côté Citeo. Il y a des tests dans un projet qui s'appelle Créastir, qui est porté par notamment Ellipso, la Fédération des fabricants d'emballages plastiques. Vous en avez, ça a été relayé dans des journaux, ce projet Créastir. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut mieux les capter assez vite, parce qu'on a cette deadline de 2025 pour interdire le XPS ou le PS non recyclable en France. Voilà, et l'Europe nous dit 2030. Sachant que le PS, effectivement, est le matériau qui a une interdiction à plus court terme, 2025 en France. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment, est-ce qu'on arrive à le sauver? Mais on voit bien que même au niveau européen, ils se posent les mêmes questions. Est-ce qu'on arrive à apporter suffisamment de preuves, qu'on arrive à le capter en centre de tri suffisamment pour considérer comme recyclable? Fruits et légumes, important. Interdiction des emballages fruits et légumes tout court. Alors ça résout un petit peu la problématique franco-française. Vous savez, l'arrêté a été suspendu par le Conseil d'État. On en est là. On ne sait pas ce que d'ailleurs le gouvernement va engager, mais au regard de ce qui se profile au niveau européen. Mais plus de carton. Et plus de carton également. Plus de fruits et légumes emballés en dessous d'1,5 kg, propose l'Europe. Alors c'est un brouillon encore, hein, mais il faut l'avoir en tête, voilà, et ça va plus loin parfois. Donc on a ce type de mesures qui arrivent, qui sont en tout cas en débat au niveau européen. Et l'Europe, vous allez le voir, n'est pas anti-plastique. Ils se basent plutôt sur l'analyse de cycle de vie et se disent, il y a des cas où le plastique est meilleur, il y a des cas où le carton est meilleur, et si on récompensait le meilleur, en fait, tout bêtement, entre les deux, et c'est beaucoup moins anti-plastique que AGEC. Donc ça bouleverse aussi un petit peu ce qu'on a en tête depuis quelques mois, années. Et sur le réemploi, on peut estimer que c'est plutôt une mobilisation massive au plan européen. Alors reste à voir les seuils qui seront discutés. Mais oui, alors si on accélère, ça c'était sur la définition de plastique, mais sur juste dire sur l'intégration de recycler, on va être poussé aussi, beaucoup plus haut. Ah oui. Ça va aller assez vite. Et sur alors avant d'aller sur le réemploi, il y a encore sur des réductions de poids, on nous incite à aller encore plus loin. Donc c'est ça, l'Europe nous dit, allez encore un cran plus loin sur la réduction du poids, supprimer les emballages inutiles, le fameux inutile. Mais en France, pour le coup, on est un peu en avance parce qu'on a, depuis la loi AGEC, un site de dénonciation. Les consommateurs peuvent dénoncer sur le site de Citeo les emballages qu'ils jugent inutiles, par exemple. D'accord, on en a. Donc c'est dans la loi AGEC, on l'a, ce site, il est en libre accès, on a eu des retours déjà. Et vous en faites quoi? On a eu des retours de consommateurs, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connectent, qui dénoncent l'emballage, il était trop grand. On a aussi des retours d'entreprises. Tiens, l'emballage de mon concurrent, il est un peu trop grand. Oui, on imagine des remarques bienveillantes, bien sûr. Bienveillantes, donc ça arrive. Bon, on a un peu de tout pour l'instant. Pour l'instant, on encaisse, on prend tous les sujets, on a reçu un certain nombre de demandes. Et le but, c'est d'en faire quoi, justement? Le but, c'est d'identifier et de se dire, tiens, sur ce sujet-là, on a tous en tête un médicament dans une grande plaquette thermoformée où il y a beaucoup de plastique, on ne sait pas pourquoi. Et on a des emballages standards où il y a du vide. Donc ça remonte par les consommateurs. Donc c'est à nous aussi d'en faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, d'approcher le sujet chez Citeo par deux leviers. Le premier, c'est des appels à projets pour réduire. Donc là, on vient d'en sélectionner 8 entreprises, si je ne dis pas de bêtises, qui vont réduire leurs emballages avec nous, supprimer du poids un peu partout. Et puis le deuxième, c'est des actions collectives. Donc là, j'ai mis un pilote confiserie. C'est de se dire, tiens, dans la confiserie, est-ce qu'on ne peut pas mettre tout le secteur ensemble? Parce que souvent, c'est des codes de marché et c'est difficile pour un acteur seul de bouger. Sur le doré, sur la place, sur le nombre de couches de plastique ou de carton dans un emballage de gâteau, de chocolat, par exemple. Parfois, on trouve jusqu'à 8, 9, 10 éléments composants dans une petite boîte de chocolat à Pâques ou à Noël. Est-ce qu'on peut pas... Enfin, si on veut casser le code et faire de la réduction, il va falloir le faire collectivement. Donc, mettons tout le monde ensemble et on fait bosser en amont des designers qui nous imaginent, c'est pas industrialisable dans leur idée, mais c'est des idées d'inspiration, de se dire, tiens, voilà à quoi ça pourrait ressembler si on simplifiait. Et sur le réemploi, donc le réemploi, ça peut être du refil, ça peut être du refil, du rechargeable.
Ça se développe pas mal en ce moment. Ça peut être du vrac, ça peut être du coup vrac si on a un emballage réemployable. C'est forcément lié. Hein. Si c'est du vrac comme les fruits et légumes aujourd'hui où j'ai un sachet carton ou plastique à usage unique, bah, ça redevient de l'usage unique. Et puis le réemploi, là, Coca a lancé ses bouteilles réemployables en Alsace, plastique et verre. Ça démarre, des expérimentations en verre, il y en a partout en France. On en communique beaucoup dessus chez Citeo. On a en tête forcément les boissons, mais même Blédina fait du réemploi, ce qui est donc un produit très sensible pour les enfants. Et ça marche. Voilà, il faut aller encore un cran au-dessus. Notamment, c'est tout le travail de la standardisation des emballages, qu'on puisse vous proposer un bocal, que vous puissiez tous utiliser le même, ce sera plus simple. Peut-être préciser, Vincent, que la loi AGEC, justement, fixe des horizons. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier, on a cette obligation, du coup, d'atteindre 5% d'emballage réemployable. Et on va passer à 10 en France. Et vous avez la PPWR qui nous muscle un petit peu ce dispositif si elle passe en l'état. Encore une fois, c'est un brouillon, il faut faire très gaffe à ça. Ça va se jouer dans les prochains mois, mais qui va encore muscler le dispositif, la quantité d'emballage réemployable qu'on vise. Et donc là, c'est là où on doit... Alors, on peut le faire sur l'emballage industriel. Hein. Il y a des caisses réemployables, ça existe depuis toujours. Sur l'emballage ménager, direction des consommateurs, c'est plus difficile à mettre en place. On voit toutes les contraintes logistiques, économiques, environnementales pour que ça marche. Par exemple, c'est une évidence qu'il faut que les emballages vides soient retournés dans des camions qui repartaient à vide. Sinon, le réemploi ne marche pas. Les transports tuent le réemploi par rapport à l'usage unique si on n'a pas ça. Donc voilà, donc ça on le sait, on l'accompagne, mais ça veut dire aussi, là, pour être très concret, on est en train de faire des tests avec le CTCPA en ce moment sur est-ce qu'une barquette en PP, en tritan, en inox peut être réemployée 20 fois et quel petit test que je pourrais vous proposer pour valider votre emballage si vous partez sur ce type d'emballage réemployable. Voilà, par rapport à votre produit. Tiens, est-ce que de la ratatouille ou du curry dans une barquette PP, ça tâche pas les parois et je peux vraiment la réemployer 10, 20 fois, j'en sais rien, on va le tester. Enfin, on est en train de le finir, là, les tests. Et on continue, parce qu'il faut faire valider des matières, valider des protocoles de test, et tout ça, aujourd'hui, on a pris la charge chez Citeo d'essayer de le faire pour aider le marché. Une filière à se mettre en place sur le plan logistique, des emballages effectivement avec bien une résistance à un certain nombre de cycles effectivement de lavage, et puis des emballages standards. Parce que voilà, il faut qu'effectivement un même emballage puisse être rempli par un fabricant et réutilisé par un autre. Alors, Heineken va peut-être dire qu'ils en ont marre que je les prenne en exemple, mais imaginez une bière Heineken, on imagine la bière, c'est plutôt facile en réemploi. Dans l'inconscient collectif, ça existe dans d'autres pays. Ils ont une usine dans le nord-est de la France et une usine dans le sud-est de la France. Imagine une bière à Bordeaux. Si elle repart à vide dans une des deux usines, c'est une catastrophe économique et environnementale. Donc le réemploi est idiot. Donc du coup, ça ne marche pas. Etc. Et pourtant, c'est Heineken, c'est des gros volumes et c'est de la bière. On se dit que c'est plutôt facile. Et donc c'est toute cette logique sur le réemploi qu'il faut essayer de réimaginer. Enfin, faut sortir un peu du monde d'usage unique et de se dire, tiens, comment je trouve des choses intelligentes. Et l'emballage standard permet de faire ça. Parce que finalement, cette bouteille vide qui arrive à Bordeaux, elle peut être réutilisée par une microbrasserie dans le coin ou pas, pour un autre usage. Alors, si ça paraît assez évident et possible pour les bouteilles, quid des autres produits, les produits frais en particulier ? C'est ce qu'on regarde. En plus, il y a des industriels qui nous disent je veux du verre, parce que le consommateur le demande. Des industriels qui nous disent moi, il n'y a pas de verre qui rentre dans mon usine ou dans mon restaurant. Ça fait de la casse, donc je veux du plastique ou du métal. Donc on s'adapte à ça. Donc on va proposer des emballages standards. On va commencer pas sur tous les produits d'un coup, hein, mais on va proposer des emballages standards sur des produits alimentaires, principalement pour l'instant, qui vont permettre d'avoir 3 tailles de bocal. Là, on est en train de bosser sur un beurrier, par exemple. Voilà, un exemple hyper concret. Il y aura un seul. Donc après, il faudra apprendre à se différencier avec une étiquette, avec un décor. Mais il y en aura un seul. Et voilà, et c'est l'idée de se dire, tiens, cet emballage-là, au moins, il va pouvoir servir à un plus grand nombre. Ça n'empêchera pas qu'un McDo, on a tous en tête maintenant l'emballage McDo réemployable. Communiquent dessus, ils en font même leur pub, qui est marqué McDo. On le voit, on le sait que c'est McDo. Oui, McDo peut se permettre de faire ça, mais c'est très peu d'entreprises en fait qui peuvent se permettre de faire ça, donc il faut du standard pour le reste. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire émerger, qu'on puisse après les diffuser largement. Et il reste encore des questions. Une fois qu'on a défini l'emballage standard, qu'est-ce qu'on fait ? On vous laisse les produire, les acheter et vous débrouiller ?
ou est-ce que Citeo a le rôle de créer un pool d'emballage pour démarrer, pour initier la démarche? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on ne doit pas nous créer un pool d'emballage, un pool, pour qu'il y en ait des disponibles et qu'on puisse expérimenter plus facilement? Merci Vincent, c'est clair pour ce point. Et donc l'Europe muscle, tout simplement, on propose de muscler encore le réemploi en allant un cran plus loin. Donc vous avez les chiffres au tableau. Voilà, ça c'est les emballages standards, c'est des exemples de ce qu'on fait sur les emballages standards. Il y a un guide qui a été publié l'année dernière qui est disponible sur notre site internet. On a fait un événement en janvier qui est en replay, donc pareil, vous pouvez le revoir. Donc on est très actif sur le réemploi chez Citeo. Enfin, on n'est pas l'éco-organisme ou l'entreprise de l'usage unique et du recyclage uniquement. Vraiment, le réemploi est dans notre ADN et on essaye d'aider autant qu'on peut avec cette idée de mutualisation, comme on l'a fait sur le recyclage ou la réduction dans le passé. Sachant que la marche est haute, quand on voit effectivement les seuils, les orientations fixées par la loi AGEC, 10% à horizon 2027, 5% d'emballage réemployé dès le 1er janvier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Et dès lors qu'il y a 10 000 unités de vente par an, c'est considérable. C'est considérable. Et on est un peu tout seul. C'est que, par exemple, vous regardez la réglementation, par exemple, sur le contact sanitaire. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de texte pour encadrer les emballages réemployables et nous dire ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Donc on doit se rattacher à des réglementations sur l'usage unique, mais on sait très bien que ce n'est pas complètement adapté, etc. Et donc en fait, on est en train d'expérimenter. Autant le verre et le réemploi, ça existe dans d'autres pays. La bouteille PET, ça existe dans d'autres pays, on peut s'en inspirer. Les pots, les barquettes, c'est nouveau. On est en train d'essuyer les plâtres. Voilà, il y a tout à construire. Complètement. Ça, simplement dire, c'est aussi l'annonce qu'on a fait en janvier. C'est que suite à la loi nous demande de dépenser un pourcentage de notre chiffre d'affaires pour développer le réemploi et juste avoir en tête que c'est 50 millions d'euros par an qu'on va réinjecter dans le réemploi auprès des entreprises qui ont des projets. Donc vraiment, on s'adresse à nos clients principalement, mais voilà, si vous avez des projets de réemploi, vous êtes client de Citeo, venez nous voir. On a des fonds pour aider et c'est 5% des contributions et donc ça c'est nouveau et ça va injecter de nouveaux projets tout simplement. Exactement. Pour financer, on ne sait pas encore si on aura la demande et qu'on va les dépenser en entier. Chaque année, c'est beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est des sommes considérables pour faire émerger le réemploi et donc on y croit et on va essayer de faire tout ce qu'on peut. Et on a une équipe chez nous qui est dédiée à ça. Alors voilà, quid de la recyclabilité désormais? Recyclabilité. Donc, il y a des grandes notions qui sont en train d'apparaître au niveau européen et comme au niveau français. On le voit, il faut que tous les emballages soient recyclables en 2030. Bon, ça, on s'y dirige. Le 2025, on verra s'il reste ou pas. Il y a des pays qui mettent différentes obligations. Est-ce que l'Europe veut harmoniser ou pas? On ne sait pas encore. Donc là, pour l'instant, on se vise ce 2030. Et 2030, il y a une vraie envie d'harmoniser. Donc ça, c'est bien. Et qu'est-ce que nous propose l'Europe? C'est que cette notion de recyclabilité, elle soit utilisée à la fois pour interdire ou autoriser des emballages sur le marché, comme la France, et pour que les tarifs des éco-organismes soient modulés, qu'on ait des bonus et des malus. Ça tombe bien, la France, on le fait depuis 2012. Donc ça a quand même très inspiré de la France. Ça va quand même dans une direction qu'on connaît, cette recyclabilité, et plutôt une bonne direction, aider le marché à aller vers du recyclage. Il y a des sujets derrière qui sont plus compliqués à adresser dans cette réglementation européenne et dans cette harmonisation. Je prends le cas du yaourt. Le yaourt par 4. Il n'y a pas beaucoup de pays qui en mangent. France, Espagne, un peu l'Italie, un peu la Belgique. Du coup, on est 4 pays dans le sud de l'Europe à avoir beaucoup de tonnage de polystyrène qu'on n'a pas en Allemagne, qu'on n'a pas en Suède, qu'on n'a pas. Et du coup, on bosse sur des recycleurs de PS. On les a annoncés en décembre. Mais l'Allemagne ne fera pas ça parce qu'ils n'ont pas de PS. Donc ils ont un recycleur, mais ce n'est pas le but de développer le PS. Ils n'en ont pas sur le marché. Donc l'Europe nous dit, vous harmonisez, soit tout le monde recycle le PS, soit on interdit le PS. Ça ne marche pas bien parce qu'on ne mange pas les mêmes produits. Et donc ça, ce n'est pas encore très clair dans la réglementation. C'est le point le plus compliqué, qui n'est pas encore tranché. Mais la Commission a fait une proposition et tout le monde leur dit que ça ne marche pas. Donc ça va évoluer, je pense, j'espère. Parce que voilà, tout simplement, on consomme différemment et que ça se reflète dans nos emballages.
puisqu'on est sur le PS, ça c'était le niveau européen. Sur le niveau français, revenons quand même sur l'annonce de décembre. Ça veut dire que la filière PS est plutôt sauvée si cette filière se met en place. En tout cas, c'est tout ce qu'on fait pour. Donc là, depuis mars l'année dernière, les pouvoirs publics ont décidé par la loi de nous confier chez Citeo et à notre confrère l'Eco les tonnes d'emballage plastique difficiles à recycler. Donc depuis le 1er janvier, les balles de PS appartiennent à Citeo aujourd'hui, c'est le cas. Et donc on a fait des contrats. Le deal qu'on a avec les pouvoirs publics, c'est qu'on allait faire des contrats avec des recycleurs. Pas beaucoup, parce qu'il faut pouvoir que ces usines se construisent. Donc il faut cibler 1, 2, 3 max. Et des contrats long terme pour qu'ils puissent aller voir leurs banques, leurs investisseurs, leurs actionnaires et avoir de l'argent pour construire. Et donc on leur sécurise un approvisionnement sur 9 ans. Et donc sur le PS, on a choisi d'attribuer 20% des tonnes à un recycleur en Espagne qui s'appelle Eslava et qui on bosse depuis 2012. Mais pour passer un cap, il va investir sur son site, il va monter. Et 80% des tonnes avec Endeavour, qui est un recycleur chimique en Belgique, pour refaire du RPS contact alimentaire. Et là, l'usine est prête? L'usine n'est pas prête. Non. Il y a un pilote sur lequel on peut passer déjà des balles. C'est réaliste. Après, elle est en train de se construire. Le PS, du coup, deviendra recyclable dans 1-2 ans, le temps que l'usine démarre et tourne, qu'on essuie tous les plâtres. Mais voilà, on a un contrat avec eux, c'est sécurisé, ça avance. Reste maintenant à se poser la question, tiens, la densité. Est-ce que toutes les densités pourront passer ou non? Tiens, le VOH dans les compotes, est-ce que ça passe avec le PS? Tiens, je dis n'importe quoi, le buvard dans une barquette PS. Voilà, on va se poser ces questions-là avec eux. C'est ce qu'on est en train de faire au Cotrep. Donc ça a déjà démarré. Même si l'usine n'est pas là, on peut déjà aborder ces sujets-là. Et du coup, on est en train de bosser. Notre objectif, c'est de vous proposer des premiers tableaux de conception d'emballage au Cotrep et d'Entry pour l'été sur les rigides, sur le PS. Alors, déroulons matériau par matériau les avancées des filières. Oui, on va parler de l'avancée des filières. Donc ça, c'est les normes, mais juste un sujet qui est important aussi dans la proposition de règlement européen, qui est clé pour que tout le monde l'ait en tête, et il est important, c'est qu'ils nous disent, en France, vous savez, vous êtes un plastique si vous avez plus de 50% de plastique. Vous êtes un carton si vous avez plus de 50% de carton. L'Europe nous dit, peu importe, il faudra au moins 70% d'une matière pour être recyclable, sinon je serai interdit. Donc ça veut dire que ça interdit certaines briques, si ça reste en l'état. Ça interdit certains cartons plastiques qu'on a développés récemment pour être conformes à AGEC. Ça interdit aussi potentiellement des pots de yaourt, tout bêtement, j'en parlais. Parce qu'avec une banderole papier hyper épaisse et un opercule, on est vite, on va vite à pas 70 de PS dedans. Donc ce 70 est très important. Et celui-là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays qui se positionnent contre. Il y a beaucoup de fédérations industrielles d'emballage qui aimeraient bien remettre la barre à 50. Mais globalement, ça pousse plutôt pour le 70 et les États ne sont pas contre. Gros changement, effectivement. Et c'est un gros changement, celui-là. Ça casse un peu aussi notre philosophie. Ce que nous dit l'Europe, c'est je préfère un 100% en PP qui se recycle bien et qu'il n'y a pas qu'un 60-40 en carton plastique. Ce que dit pas AGEC. Donc ça, c'est une vraie révolution. Parce que si l'Europe va au bout sur sa démarche. Oui, et donc sur les filières de recyclage, vous savez que l'acier et l'alu, ça se recycle. Alors on est juste un petit mot sur l'alu. Un des premiers débouchés du recyclage de l'alu, c'est la voiture diesel. Oups. Donc on est en train de créer les nouveaux débouchés et on est surtout en train de bosser avec eux pour essayer de retourner à l'emballage. Ce serait sympa d'avoir de l'alu recyclé et qu'on puisse le tracer et demander à son fournisseur, tiens, je veux de l'alu recyclé. Le verre, ça se recycle. On a annoncé le Cotrev, donc l'équivalent du Cotrep, l'organisme qui va bosser avec les verriers sur la recyclabilité. C'était difficile à mettre en place, mais ça y est, ça va déclencher. Donc ça, on va progresser sur le verre, trouver les derniers petits designs qui ne marchent pas bien au recyclage et trouver les solutions surtout, et expliquer les solutions. Carton, on continue de dérouler, on cherche, les filières sont là. Juste que vous ayez en tête, le plus grand changement dans le carton actuellement, c'est que du carton et du plastique, pendant 20 ans, ça a été la brique aujourd'hui. Et donc les recycleurs se sont construits pour recycler des briques. Et aujourd'hui, ils reçoivent de plus en plus de
bouteilles carton avec un liner plastique à l'intérieur, de barquettes carton avec un plastique dessus. Et donc ça évolue forcément aussi. Donc on bosse avec eux sur cette évolution. Ce qui est normal, c'est la vie. Ça ne veut pas dire qu'on les recycle pas, ça veut juste dire qu'on doit les prendre par la main, qui nous expliquent eux leur retour d'expérience et qu'ensemble, on arrive à avancer ensemble. Et sur le plastique, du coup, 65% des emballages sont recyclables à date. Et là, en créant ces usines de recyclage sur le PS, ces usines de recyclage sur les barquettes PET, ces usines de recyclage sur les souples en PP, on vise le 90% d'ici 2025. Donc c'est une ambition, on pense que c'est faisable. Et donc ça va vraiment faire un saut de performance sur le plastique. Restera un 10% d'éco-conception. Parfois c'est des questions de coût, parfois les solutions existent mais c'est trop cher. Parfois la solution n'existe pas. Gros projet, là, ne devait pas être nombreux aujourd'hui dans la salle sur ces sujets-là, mais sur la cosmétique, le maquillage, très peu de tonnes, mais plein de matériaux différents, c'est assez compliqué de trouver les solutions clés pour que ça se recycle. Et voilà, et donc on est en train de petit à petit de créer ces filières-là et de vous faire les recos qui vont bien par rapport à ces filières. Et puis viendra la question ensuite, parce qu'on se la pose déjà, mais c'est pas, il faut se laisser un peu le temps, sur est-ce qu'on veut rester bloqué avec nos matériaux d'aujourd'hui, et quelle que soit l'innovation dans les matériaux, on veut des nouveaux ou pas. Les PLA, les PHA, PEF... Effectivement. Alors, voilà. Et parce que effectivement, ce que vous annoncez, c'est des nouvelles filières de recyclage. Hein. Donc, vendredi dernier, c'était concernant les bouteilles PET colorées et opaques blancs, ouais, et les films PE ou PP. Mais voilà, avançons effectivement sur ces annonces. Donc oui, donc là, les annonces, donc on avait annoncé le PS en décembre, donc on en a parlé. Là, on vient d'annoncer du coup les bouteilles en PET, PET colorées et bouteilles opaques. 2 mots là-dessus, parce que c'était déjà recyclable. Donc c'est quoi la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'on vise du recyclage retour à l'emballage. Donc jusqu'à présent, vous avez tous entendu Citeo vous dire au moins 10 fois qu'on faisait des ours en peluche et des polaires. Donc c'est pas ça qu'on fait avec le PET coloré ou le PET opaque. On faisait de la fibre plutôt dans le bâtiment pour l'isolation, c'était notre débouché numéro 1. Là, on vise le retour à l'emballage, le retour à la bouteille, le retour à la barquette. Donc ça, c'est la grosse évolution sur le PET coloré. Sur les souples PP, et ce qu'il faut comprendre dans souple PP, c'est pas que le mono PP, un sachet de chips en PP et PE, qui a une combinaison de polyoléfine, ça me va bien, on va le recycler aussi. Et donc là, ça c'est la grosse évolution, c'est qu'on met nos centres de tri, au lieu de faire un flux de films en PE, maintenant ils vont faire un flux de films en PE et PP, et PO, tout mélangé. Charge au recycleur de soit recycler l'ensemble en mélange, c'est du chimique, donc on a annoncé des recycleurs chimiques, donc du coup de refaire du retour contact alimentaire en PE-PP, soit de séparer, je récupère le PE et je fais du mécanique comme avant, et le PP je l'envoie en chimique. Et donc ça c'est Macaon, et on a sélectionné aussi Macaon qui est un recycleur historique français pour continuer à travailler avec lui sur du mécanique, sur des films PE. Donc on aura les deux en parallèle en France. Et donc ça va permettre d'ici 2-3 ans que nos films PP, nos films PPPE deviennent recyclables. Ça y est, on pourra dire recyclables. Charge à nous, encore une fois, de dire est-ce que, tiens, 5% de VOH, une métallisation, un je ne sais quoi, ça pose problème ou pas. Charge au COTREP. Et donc ça, c'est pareil, on est en train de bosser dessus. On pense que ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Alors, une grande avancée, vous l'avez dit, sur les films en PE et PP. Quid des barquettes PET operculées, des barquettes colorées, puisqu'on a vu qu'effectivement, là, on est dans un report. On commence à être même un peu inquiet pour les barquettes colorées. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, si on peut baisser l'inquiétude de tout le monde, on a eu dans cet appel d'offres pour nos barquettes PET, pour le recycler nos barquettes PET, on a eu une dizaine de candidats. Donc, il y a du monde motivé pour les recycler. Donc, après, nous, on a fait une sélection selon des critères techniques, environnementaux, économiques. Donc, on a fait cette sélection. Et là, on est dans la phase de finaliser les contrats. Et ce n'est pas un secret. Enfin, vous lisez un peu la presse, vous voyez les usines de recyclage mécanique ou chimique. Tout le monde veut des usines de 60 000, 100 000. Allez, tiens, 180 000 tonnes pour la plus grosse. 180 000 tonnes, alors que on propose Citeo en 2025 à peu près 20 000 tonnes de barquettes. Petit décalage. Donc petit décalage. Des usines qui sont trop grosses, donc forcément qui doivent aller chercher des déchets ailleurs que la France, ou des chutes de production, ou des vêtements, parce que tiens, beaucoup de nos vêtements sont faits en PET, ça tombe bien, ils sont pas recyclés. Donc voilà, il faut aller chercher des gisements ailleurs, ils le savent, ces recycleurs. Mais du coup,
c'est un sujet qui est un peu plus compliqué à contractualiser et à trouver la bonne clé là, pour que les usines se fassent et que les gens s'engagent en fait, se dire nous on s'engage Citeo de livrer des tonnes pendant 9 ans. Si on n'a pas les tonnes en question, bah, on a des pénalités, enfin on peut même couler des boîtes, donc on fait très gaffe à ça. Donc vraiment c'est un engagement de Citeo, ça nous coûte cher, hein, mais on pense que ça a du sens pour l'économie, pour l'environnement de sauver ces barquettes PET. Et en face, il faut aussi que les entreprises recycleurs s'engagent, et c'est ce qu'elles font. Mais voilà, trouver les bons termes du contrat nous font perdre du temps. Donc à vous entendre, c'est une question de temps. C'est une question de temps et de contractualisation, vraiment avec eux, trouver les bons termes des contrats pour que ça fonctionne. D'accord. Donc une solution sera trouvée et le cap de 2030 n'est pas source d'inquiétude. Non, on n'est pas inquiet du tout là-dessus. Et donc, bien que tout le monde l'ait en tête, on va recycler comme on vise du mécanique et du chimique. On a les deux qui ont été proposés. D'ailleurs, on a des mécaniques d'ailleurs qui nous proposent de recycler des complexes, comme des chimiques qui nous proposent de recycler des complexes. Notre stratégie, c'est de pouvoir recycler à la fois des barquettes mono-PET et des barquettes PET-PE. Ça veut le dire très clairement que tout le monde l'ait en tête. Alors forcément, PET-PE se recyclera moins bien. Je vais sans doute perdre le PE, donc je n'aurai pas le même rendement. Donc peut-être ce sera dans le tarif Citeo une différence. Mais les deux seront recyclables à terme. C'est ce qu'on vise et ce qu'on est en train de faire. On peut lire aussi ces déclarations un peu en négatif parce qu'il y a des grands absents. Tout à l'heure, vous avez parlé de certains polymères d'origine végétale. Tiens, prenons le PLA. Qu'en est-il ? Merci Pierre. C'est pour que j'ai encore des articles sur le PLA. Citeo est une entreprise privée, encore une fois. On n'est pas la loi. Hein. On ne va pas dire tel matériau est autorisé, tel matériau est interdit. On n'a pas ce pouvoir-là ni cette envie de faire ça. Ce qu'on dit simplement, c'est que le PLA, les PHA, le PEF, peu importe. Ça peut même être autre chose que des plastiques. Hein. Tiens, on veut sauver le lin. On commence à avoir des bouteilles en lin ou des calages. À Toulouse, on a des calages de télé en champignons. On a envie de sauver les calages en champignons. Ce qu'il faut se dire, c'est il faut que nos centres de tri soient capables de le trier. Technique. Il faut que le coût du tri soit supporté par quelqu'un. C'est le fabricant de calage qui le supporte ou c'est généralement non, dans la REP, c'est celui qui met en marché. Si je vous dis, bah tiens, vu les tonnages, je vous fais un tarif à 1 € le calage chez Citeo, bah, peut-être que vous vous direz, bah non, finalement, ça ne m'intéresse plus. Et donc, ces questions techniques, économiques, on est OK pour se les poser avec les industriels. Sur le PLA, on a vu Futero, on a vu Total, Total Corbion, pardon. On discute avec eux, on leur explique tout ça, ils nous expliquent aussi leur vision. Mais il faut vraiment se dire, tiens, créer une filière de recyclage, c'est pas anecdotique. On est en train de parler de modifier des usines sur toute la France, une organisation de toute la France, un financement. Et tout ça, faut tester, il faut calculer, il faut voir si c'est rentable et il faut prendre les sujets un par un, en fait, tout bêtement. Donc un point d'interrogation concernant le PLA, c'est pour résumer. Le PLA aujourd'hui n'est non recyclable. Il y a des vraies ambitions de le rendre recyclable. Il y a eu des annonces dans la presse, de Futero comme de Total Corbion. Nous, on est prêts à marcher avec eux, faire tout ce trajet avec eux, de se poser les bonnes questions aux différentes étapes, tout bêtement. Et de se dire, tiens, ça marche pas. On a tous en tête le PLA peut être recyclable ou compostable. Tiens, une balle de PLA, mais c'est pas le PLA que je vise, hein, n'importe quel matériau compostable, sur un parking de centre de tri pendant 2 semaines qui prend la pluie. Est-ce que ça commence à se biodégrader ? Est-ce que ça impacte le recyclage ? Enfin, on peut se poser des questions comme ça qui sont légitimes, ça se teste, c'est pas très dur à tester, on peut l'imaginer, et donc c'est typiquement des actions qu'on peut leur proposer, de se poser ces questions-là. Donc une filière à construire. Dernière question pour avoir une lecture en négatif, les emballages en bois. Emballage en bois, alors moi je réaffirme la position de Citeo qu'on a remonté au pouvoir public. On n'a pas de réponse des pouvoirs publics. Encore une fois, je représente une entreprise privée aujourd'hui. Donc les emballages en bois, aujourd'hui, on ne trouve pas la clé pour les recycler via nos centres de tri et via des usines de recyclage. Le gisement est trop faible. Ça serait trop cher, ça serait trop compliqué. Par contre, l'ACV du bois est très bonne. Et du coup, on se dit, tiens, est-ce qu'il faut être jusqu'au boutiste et que 100% des emballages soient recyclables, ou est-ce qu'on ne peut pas faire une exonération sur le bois On sait très bien que ça ne va pas prendre 50% du marché. Oui. Et l'ACV est bonne. Donc on se dit, tiens, ce qu'on a proposé au pouvoir public, de dire, attendez, l'ACV est bonne, est-ce qu'on ne peut pas avoir une exonération pour 2030 sur le bois ? Pour l'instant, on n'a pas de réponse des pouvoirs publics. Je ne sais pas si on l'aura un jour. Hein. On a des questions tous les mois de nos clients. On ne sait pas si on l'aura un jour. L'Europe, pareil, nous réinterdit le bois.
Donc pareil, il va falloir monter ce sujet au niveau européen. Mais vous inquiétez pas, la Suède, la Finlande ne vont pas se laisser marcher sur les pieds sur ce sujet. On peut Du bois. l'imaginer. Et du coup, voilà, c'est une vraie question. Est-ce qu'on sauve le bois pas parce qu'il se recycle pas, mais parce qu'il a un avantage ACV et qui est intéressant. Vincent, avant de donner la parole à la salle, j'imagine qu'il y a des questions qui vont être nombreuses. Pour finir sur votre présentation, quelques éléments clés. Alors, on a répondu. Simplement dire qu'on a pareil comme sur la réduction de poids ou le réemploi, il y a la loi et puis après comment on vous accompagne. Donc là, vous savez, en éco-conception, sur la recyclabilité, on fonctionne beaucoup par appel à projet. Donc il y en a qui sont en cours sur la cosmétique ou sur les manchons. J'étais hier en centre de tri à tester des petites perforations sur les manchons pour voir comment je peux sauver ces bouteilles-là pour le recyclage, améliorer leur recyclage. On va en lancer des nouveaux. Il y en a un qui est sur les opercules alu sur les emballages plastiques. Il y en a un sur les opercules plastiques sur barquettes PET. Et il y en a un dernier qui va arriver. On est très attendu par nos clients sur le switch. Pourquoi vous ne nous aidez pas plus à passer du plastique au carton? Beaucoup de clients nous demandent ça. Nous, notre réponse, c'est de dire moi, je vous aide si la CV est bonne, en fait. Je n'ai pas envie de vous aider par principe. Je fais de l'éco-conception. Donc, si, oui, ça se justifie de passer au carton, je vais vous aider. Et donc, on se dit que le beurre peut être un bon cas d'école où on démarre par une ACV. Et puis après, on identifie du coup s'il vaut mieux une feuille en papier, une feuille en plastique, un rigide en PP ou un rigide en plastique ou en papier, ou même un rigide réemployable en inox, pourquoi pas, c'est notre standard. Et puis après, on aide nos clients qui veulent basculer à aller plus loin. Voilà, une fois qu'on a trouvé la CV, vers les solutions qui ont moins d'impact. Merci Vincent pour cette intervention. On peut l'applaudir et le remercier pour effectivement nous avoir partagé ces précieuses informations. 2 micros circulent dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. On peut prendre une première question. Y a-t-il une question? C'est toujours la première. Voilà, il faut se lancer. Oui, madame. Un micro pour madame au premier rang. Est-ce que Nathalie est là Ah oui, on vous amène un micro. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Merci. C'est la dame devant. Bonjour, je travaille dans le secteur barquettes alimentaires, carton pour fruits et légumes. Et je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. J'ai cru comprendre donc, en fait, que les barquettes en carton pour les 1,5 kg allaient être interdites, c'est ça? L'Europe, dans un brouillon publié en novembre, de nouveaux règlements, propose d'interdire tout emballage pour des fruits et légumes en dessous d'1,5 kg. En dessous? En dessous d'1,5 kg. D'accord. Interdit tout type d'emballage, que ce soit un filet, un carton, un plastique. Pour l'instant, c'est leur proposition. Leur proposition. Mais la loi AGEC ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Et là, c'est ce que j'expliquais. Oui. Du coup, s'il est publié, parce que c'est encore une fois, c'est un brouillon, s'il est publié, c'est supérieur à la loi AGEC. Donc ça annule la loi AGEC et on remplace par le texte Par le européen. vrac, donc ça serait le vrac. Par le vrac sur les fruits et légumes, exactement. D'accord. Sachant que le décret de la loi AGEC a été suspendu par une décision du Conseil d'État. Donc on est dans voilà, une faut le prendre avec des pincettes, c'est un brouillon, il y aura peut-être encore X réactions au niveau européen, donc on va le suivre. Mais en tout cas, on sent que la mesure fruits et légumes est passée à Bruxelles et plus en France ou en Espagne. Merci Vincent pour cette réponse. Une autre question, monsieur, au fond. Voilà, on vous tend le micro. Merci de vous présenter. Bonjour. Ça fonctionne, ouais. C'est concernant les emballages réemployables, vous avez parlé qu'effectivement, il n'y avait pas tellement de normes pour qualifier un emballage qui soit réemployable. Je sais que vous travaillez dessus. Vous avez une idée quand vous pourrez publier quelque chose qui servira de référence, en fait? On est en train de... Alors, oui, fin d'année, je pense. Pour les pots et barquettes, sur les bouteilles, on pourra aller plus vite. Sur les pots et barquettes, je pense que c'est fin d'année. Pour l'instant, on a fait les tests. Il y a une norme allemande qui est très utilisée sur 50 passages machine à laver de cuisine. Nous, on est allé un cran plus loin avec des laveuses industrielles, mais toujours avec aucun produit à l'intérieur. Là, le prochain test qu'on doit mener, c'est en mettant des produits gras, des produits agressifs, sales, pour voir si ça fonctionne toujours en fait. Et quelle que soit la matière, vous travaillez sur le métal, verre et plastique? Donc aujourd'hui, on a fait la première phase sur Tritan, PP et inox. On va et du coup, on va continuer avec des produits sales dedans. Et en parallèle, on va refaire cette première phase pour d'autres types de plastique, parce qu'on a des demandes clients d'avoir d'autres choses, de tester des choses comme le CPET par exemple, ou le PBT. Donc voilà, on va tester d'autres résines pour se dire, tiens, est-ce qu'on ouvre plus de possibilités ou pas en termes de résine? D'accord, merci. Autre question dans la salle? Oui, à ma gauche.
Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Charlotte Grivois, ça marche? Oui. Parfait, on vous entend. Industrielle dans la saucisserie de terroir, saucisse de Morteau, saucisse de Montbéliard. Pour les films soupes de thermoformage, multirésine, PET, PAPE, est-ce qu'on peut espérer une filière de recyclage chimique ou la bascule va être obligatoire dans les films mono-PE? Alors, mono-PE ou dans les PP. Donc où on ouvre cette possibilité avec tous les PP qui apportent plus de rigidité. PET, non, ça va pas marcher, clairement. Le nylon, on a testé le nylon standard. À date, ça ne marche pas avec le nylon standard. Après, les fabricants de nylon, donc on est en contact très régulier là, avec UV, avec BASF, ils nous disent qu'ils sont capables d'innover et nous faire des nylons compatibles au recyclage. Bah, tant mieux, testons. Donc là, on est vraiment dans l'innovation sur la formulation de la résine pour essayer de sauver cette résine nylon comme barrière dans des PE. Donc voilà, ça c'est de l'innovation. À date, le nylon tel qu'il existe ne marche pas dans le PE. Donc ça nous pousse à aller vers d'autres types de PE ou d'autres types de PP. Et tout à l'heure, vous parliez de possibilités sur des 2 couches PP-PE. Oui. Mais sur du PA-PE. Bah justement, le nylon aujourd'hui pose problème. Le tel qu'il existe aujourd'hui, dans sa formulation actuelle, il m'empêche de refaire du film chez Macaron. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on essaye soit de sortir du nylon avec de l'EVOH, de la métallisation, du PVOH. On a 3 autres barrières qui sont acceptées. Soit on reformule le nylon et on trouve une solution chimique dans l'emballage dès le départ qui nous permet que ça ne perturbe pas. Mais voilà, les deux sont investigués en parallèle. Merci Vincent. Autre question dans la salle? N'hésitez pas à vous signaler. Il y a une question là, pardon, tout à ma droite. Voilà, devant toi Nathalie. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, je travaille pour un groupe qui fait de la distribution d'emballages alimentaires. Suite aux derniers événements, c'est quoi votre lecture et la position qu'on peut tenir concernant l'obligation d'impression du logo Triman sur tous les produits d'emballage? Pour l'instant, il reste obligatoire. Ça, il faut que tout le monde l'ait en tête. Le droit français dit qu'il faut. La France n'a pas encore réagi à la demande de l'Europe. Donc pour l'instant, il ne faut pas bouger. Après, l'Europe veut l'harmoniser. Donc est-ce qu'on accepte de l'annuler et puis de remettre le combat au niveau européen? Donc c'est juste là, c'est un poil trop tôt. L'Europe a remonté au pouvoir public français que ça n'allait pas. Attendons la réponse, ça va pas tarder dans quelques semaines. Et puis après, on avisera nous par rapport à cette réponse de la France, s'ils vont au combat ou s'ils bougent la réglementation. On a le temps pour une dernière question. Dernière question pour Vincent Collard. Oui, madame. Nathalie, devant toi. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour. Audrey, Société Sucraillance, donc confiserie. J'avais une question sur la partie sachet. En fait, je ne pense pas que vous avez évoqué tous les plastiques à usage unique qui vont être interdits en 2040. Du coup, c'est un peu la question, comment s'orienter en tant qu'industriel sur un passage en recyclage sur du plastique, par exemple PP, qui est majoritaire chez nous, et tout en sachant qu'après, ces mêmes plastiques vont être interdits. La difficulté, est-ce que vous accompagnez davantage ces industriels vers un changement papier ou autre? Qu'en est-il en fait? Alors, oui, la philosophie d'éco-conception chez Citeo, c'est de se dire quoi? On a des réglementations aujourd'hui qui nous imposent d'être recyclables. Donc ça, nous, c'est un parti. Bon, quel que soit, c'est notre premier choix de critère. Vous êtes obligé d'avoir des emballages recyclables. Donc on limite nos options qu'on vous propose à recyclables. Et ensuite, on fait la CV. Ou en parallèle, on fait la CV pour se dire, tiens, quel est le mieux? Et donc oui, si le PP, si on nous interdit les sachets de chocolat en boulangerie, en plastique, ce sera non recyclable et du coup, on vous basculera vers la deuxième meilleure option. C'est aussi simple que ça, en travaillant sur du papier ou sur autre chose. Mais il faut encore attendre, encore une fois, c'est un brouillon. Pour l'instant, ce n'est pas interdit. Et le PP, on va le rendre recyclable. Donc là, ça arrive. D'ici 2-3 ans, il est recyclable. Donc maintenant, c'est la question, s'il est recyclable, s'il est recyclé, est-ce qu'il est toujours interdit? C'est plutôt ça. Merci Vincent. On peut l'applaudir pour ses réponses précises.